personnes qui veulent rejoindre. Ah, d'accord. Donc, c'est bon, ils sont bon connectés? On est à 72. Oui, vous êtes à 72. C'est bon? Oui, docteur, on peut commencer. Parce qu'il y a des personnes encore qui veulent être admises. C'est bon? On commence? Oui, docteur. Très bien. Oui, docteur. Très bien. Alors, mes chers étudiants, vous êtes de Parnévaux ou vous êtes d'autres services? Notre Il y a de tout. Hein? Il y a de tous les services. Monsieur. Ah, d'accord. Alors voilà, donc nous allons faire le cours sur les endocardites infectieuses, qui est donc un cours extrêmement important. C'est l'un des cours peut-être les plus importants du module de cardiologie. Il faut éteindre vos micros et les réallumer à la fin. Hein? Pardon, D'accord? docteur, est-ce que vous pouvez accepter les autres? Je les accepte, voilà. J'ai mis admettre, c'est bon. Voilà. Parce qu'on ne peut pas perdre de temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein? Il faut éteindre vos micros pour que je n'entende pas de bruit. Hein? Ça va, vous m'écoutez là? Oui, très bien. Allez, très bien. OK. Alors, mes chers étudiants, donc bonjour, bienvenue à tout le monde. Nous allons faire le cours sur les endocardites infectieuses, qui est un cours extrêmement important de la cardiologie, et c'est peut-être l'un des cours les plus importants. Alors, c'est une conférence qui est destinée aux étudiants en médecine, donc c'est pas une conférence pour résidents, donc c'est votre niveau, et c'est un niveau du médecin généraliste pour qu'il puisse donc avoir tous les éléments de prise en charge de l'endocardite infectieuse. Alors, je vous propose le plan suivant. Introduction et généralité avec la définition de l'endocardite infectieuse, le mécanisme de l'infection, les lésions, la clinique, les complications, les examens complémentaires, le diagnostic positif et différentiel et le traitement. Je vais admettre encore quelques étudiants. Parfait. Alors, nous allons donc commencer par l'introduction et les généralités. Alors, il est important de dire que l'endocardite infectieuse est une des maladies les plus graves en cardiologie et même en médecine générale. Pourquoi la gravité est importante? Parce que c'est une maladie qui détruit le cœur. Et le cœur est un organe noble, évidemment. Vous savez tous que le cœur donc, est un organe noble et tout organe noble est nécessaire à la vie. Il est donc que lorsque vous avez un endocarde infecté, ça ne peut être qu'une maladie très grave. C'est une maladie qui est souvent hospitalisée en unité de soins intensifs, cardiologiques le plus souvent, évidemment, avec la collaboration d'un chirurgien cardiaque qui est à tout moment là pour pouvoir opérer le malade si c'est nécessaire. Nous allons voir tout de suite la définition avant le mécanisme de l'infection. L'endocardite infectieuse se définit comme suit. C'est une infection de l'endocarde. C'est une infection de l'endocarde secondaire à un état septicémique. Donc, la septicémie est importante. La septicémie est importante parce que le germe est en contact direct avec le sang. Le germe est au niveau de l'endocarde, donc il est en contact direct avec le sang. Et lorsque le germe est en contact avec le sang, il est évident que le sang va s'infecter et ça va donner donc un état septicémique très grave. Ce qui est important de dire dans la définition, donc on a dit état septicémique, secondaire à une infection de l'endocarde, par un germe. Il y a toujours un germe. Ce germe est le plus souvent une bactérie. Donc ce germe est le plus souvent donc une bactérie et c'est pour cette raison
que nous devons absolument donc faire attention à ce germe-là, l'identifier et pouvoir savoir quel est donc l'acteur de l'infection pour pouvoir l'enrayer. Alors, je répète la définition. Tout, c'est un état septicémique secondaire à l'infection de l'endocarde par un germe. Le plus souvent, c'est une bactérie. Ça peut être une levure, mais le plus souvent, c'est une bactérie. Alors, voici le mécanisme de l'infection. Le mécanisme de l'infection est très important à connaître. Je vous ai préparé ces diapositives hier. D'abord, la porte d'entrée. Vous allez me poser la question, mais monsieur Nibouche, oui, vous nous dites que le germe est un germe qui se fixe sur l'endocarde, mais comment le microbe va-t-il aller au niveau de l'endocarde? Est-ce que c'est par quel mécanisme? Ben, nous allons voir ce mécanisme. Il faut donc une porte d'entrée dans l'organisme. Il faudrait que le microbe entre dans l'organisme par une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une seule. Alors, la porte d'entrée la plus fréquente en Algérie et dans les pays, donc, qui, évidemment, dans des pays comme le nôtre, en voie de développement, eh c'est la carie dentaire qui est la plus fréquente. Alors, sur le plan, donc, germe, vous avez donc la porte d'entrée, le germe à côté. Le germe de la porte d'entrée, c'est le streptocoque alpha hémolytique. Et vous avez la porte d'entrée urogénitale. Ce sont les grammes négatifs, le piocyannique, le streptocoque D ou l'entérocoque. Et là, évidemment, que ce sont des germes extrêmement virulents. Le streptocoque alpha hémolytique n'est pas un germe très virulent. Le streptocoque alpha hémolytique, bien sûr que c'est grave. C'est grave d'avoir un streptocoque alpha hémolytique au niveau de l'endocarde. Mais c'est moins grave que d'avoir un gramme négatif. C'est moins grave que d'avoir un piocyannique. Et on va le voir tout à l'heure. Il y a la porte d'entrée aussi cutanée. La porte d'entrée cutanée, c'est l'appelé cutanée, c'est le furoncle. Et là, il y a le staphylocoque doré. Et c'est le staphylocoque doré est un germe extrêmement destructeur. Le staphylocoque détruit donc le germe très rapidement et il détruit très rapidement l'endocarde et c'est un des germes les plus virulents et les plus dangereux au niveau de l'endocardite infectieuse. La porte d'entrée veineuse. Alors dans la porte d'entrée veineuse, le germe entre dans la veine rapidement, directement. Il est dans le sang immédiatement, ce qui est donc vraiment très grave. On distingue deux types de portes d'entrée veineuses. La porte d'entrée hospitalière, ce sont des germes hospitaliers, et la porte d'entrée extra-hospitalière, ce sont des germes qui ne sont pas hospitaliers. Alors la porte d'entrée hospitalière, ce sont donc les germes hospitaliers. Alors, mes chers étudiants, vous savez donc très bien que les germes hospitaliers sont des germes très virulents, d'une virulence inouïe. Donc, ils sont très résistants aux antibiotiques. Et que lorsqu'ils sont très résistants aux antibiotiques, ça va donc nous poser un très gros problème de prise en charge et de résistance donc, aux antibiotiques. Et ça, c'est très important. Excusez-moi, je vais couper le muet tous comme ça. Alors, oui, s'il vous plaît. Comment? Les micros? Je vous ai dit oui, s'il vous plaît. Oui, il faut les couper, les micros. Alors, la porte d'entrée veineuse est très importante, donc je répète, porte d'entrée hospitalière et porte d'entrée extra-hospitalière. Les germes hospitaliers sont très virulents, mais les germes extra-hospitaliers proviennent d'où? Qui va aller faire une injection intraveineuse en dehors de l'hôpital? Ce sont les toxicomanes avec l'héroïne. Ils vont s'injecter, évidemment, ils vont s'injecter de la drogue et en s'injectant de la drogue, ils vont injecter des germes. Et le germe le plus souvent en extra-hospitalier, c'est le staphylocoque, qui est très virulent aussi.
Donc, la porte d'entrée veineuse est très grave parce que d'abord, elle fait rentrer le microbe directement dans le sang et deuxièmement, elle fait entrer des microbes donc, qui sont très virulents. Toujours dans les portes d'entrée, la porte d'entrée instrumentale. La porte d'entrée instrumentale, c'est tout instrument qui entre dans le corps humain. Alors, quels sont les instruments qui entrent dans le corps humain? Vous avez l'échographie transœsophagienne, la fibroscopie, l'endoscopie, biopsie d'organes, le cathétérisme cardiaque, le sondage vésical. Donc, tout instrument qui explore le cœur ou qui explore le corps ou qui traite le corps humain, si vous introduisez cet instrument qui est souillé, où il y a des microbes dessus, eh bien vous allez donc faire vous allez créer une porte d'entrée qui sera dite instrumentale. Elle est grave parce que ce sont des germes hospitaliers aussi. Et vous allez infecter le malade par des germes hospitaliers multirésistants et l'endocardite sera très grave. Il y a les germes du groupe A sec. Alors, les germes du groupe A sec sont des germes donc qui sont très virulents. Ce sont des germes de l'oropharynx. Et ce sont des germes donc qui vont donner de l'endocardite infectieuse lente parce que ce sont des germes qui vont se multiplier lentement et on va voir donc tout à l'heure évidemment l'ensemble de ces germes. Il y a les bactéries intracellulaires comme Coxella burnetii, Bartholina, Chlamydia, Trophirima, Whipple, vous connaissez la maladie de Whipple, et toute infection d'un organe, mes chers étudiants, sera considérée comme étant donc une porte d'entrée de l'endocardite infectieuse. Donc, les portes d'entrée doivent être bien connues. C'est par là que le microbe entre dans l'organisme et nous allons voir le mécanisme, comment donc va continuer l'infection. Alors voici les groupes A sec. Les groupes A sec sont des micro-organismes, donc sont donc des bactéries à croissance lente, faiblement virulents, gram négatifs, qui sont principalement responsables d'endocardite. Alors vous avez l'hémophilus qui est important à connaître et il donne des infections respiratoires, vous le savez, et moins couramment une endocardite. Vous avez l'Agregatibacter, vous avez le Cardiobacterium hominis, l'Eikenella corrodens, et vous avez Kingella, Kingé. Ce sont les 5 germes à sec, H, Hémophilus, A, Agregatibacter, C, vous avez donc le C, c'est Cardiobacterium hominis, E, c'est Eikenella corrodens, et K, c'est Kingella, Kingé. Vous voyez donc, ces germes doivent être appris par cœur pour l'examen. Hein. Alors voilà donc un petit résumé. Si je prends la lésion cutanée, ça sera le staph. Ce sera le staph, donc furoncle, etc. C'est très grave le staph, comme porte d'entrée. Si je prends cathétérisme veineux, vous voyez que c'est le staph aussi, le candida aussi, dans les cathétérismes, quand on fait des cathétérismes. Quand vous voyez la dent et cavité buccale, c'est les streptocoques alpha-hémolytiques et les bactéries du groupe A sec, c'est les deux qui vont donc donner donc ce type d'endocardite infectieuse. Si je prends le tube digestif, vous voyez que c'est l'entérocoque et qu'il y a donc plein d'autres germes. Très bien. Alors, dans les portes d'entrée, vous voyez donc très bien que ici, le germe va aller dans le sang, vous le voyez, et il se crée une petite bactérie. Et là, il va donc arriver en contact avec l'endocarde et il va créer ce qu'on appelle un infiltrat lympho-histio-plasmocytaire, fait de lymphocytes, d'histiocytes et de plasmocytes. Infiltrat lympho-histio-plasmocytaire, et cet infiltrat lympho-histio-plasmocytaire, ça sera le début de l'infection. Ça sera l'inflammation. C'est le début de l'infection. Donc, c'est un état inflammatoire au début
il y a une inflammation au niveau de l'endocarde. C'est une réaction tout à fait normale de l'endocarde qui va réagir donc à ce microbe qui vient se poser sur l'endocarde et l'infecter. Donc ça, c'est donc très important à savoir. Très bien. Alors, je continue. Alors, lorsque le microbe est arrivé au niveau de l'endocarde, mes chers étudiants, que va-t-il se passer? On a dit qu'il y a une inflammation, mais ça ne va pas se terminer là. S'il n'y avait qu'une inflammation à traiter, ça aurait été facile. Et qu'à ce moment-là, l'endocardite ne poserait aucun problème. On traite l'infection, on traite l'inflammation et tout rentre en ordre. Mais non, c'est que les choses évoluent et évoluent très mal. Ça va créer des lésions. Alors, les lésions de l'endocardite infectieuse doivent être apprises par cœur. Vous allez voir, les lésions, elles sont très méchantes. Très, 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 très méchantes. Alors, ces lésions-là, vous avez ici la végétation. Première lésion de l'endocardite infectieuse. Première lésion de l'endocardite infectieuse à apprendre par cœur, c'est la végétation. C'est une masse mobile, hyper échogène, finement vibratile, attenante aux valves et de taille variable. Voilà la définition de la végétation. Masse mobile. Qui dit mobile, c'est qu'elle peut se détacher. Quelquefois, elle est pédiculée. Et si elle se détache, elle va aller donc à la périphérie. Elle va aller au niveau du cerveau. Elle va aller au niveau des membres inférieurs, au niveau du rein, etc. Et regardez, elle va donner une embolie septique. Et l'embolie septique, c'est des microbes qui vont aller à la périphérie. Et c'est grave s'il y a des microbes donc, qui vont aller à la périphérie. Ce sont des microbes qui vont aller au niveau du cerveau, etc. Et regardez donc ici ces végétations que l'on voit sur la face auriculaire. Ça, c'est une grande valve mitrale, l'oreillette gauche est ici. Regardez donc toutes ces petites végétations que vous voyez ici, typiquement de l'endocardite infectieuse. Ici, sur la face ventriculaire, regardez ces amas de végétation très dangereuses qui donc mobile et qui risque donc de partir à la périphérie. Ici, c'est une pièce anatomique. Vous voyez donc ces végétations importantes au niveau de la valve. Et ces végétations sont au niveau, donc, ici, de la petite valve mitrale. Ici, une très grosse végétation que vous voyez ici sur la grande valve mitrale. Et ces végétations peuvent, bien sûr, aller vers le cerveau, peuvent aller vers le rein, peuvent aller vers la rate, peuvent aller vers les membres inférieurs. Et ce sont donc des situations dramatiques. La perforation. La perforation est aussi une autre lésion de l'endocardite infectieuse. Alors voilà une perforation, un trou dans la valve, parce que ici le microbe a bouffé la valve. Je dis c'est des lésions de destruction. L'endocardite infectieuse, le microbe détruit l'endocarde. L'endocarde est la couche interne du cœur. Il y a 3 tuniques, vous le savez, l'endocarde, le myocarde et le péricarde. Ici c'est l'endocarde. Et le microbe va bouffer, évidemment, cette valve et donner un trou, une perforation. Et regardez ce nombre important de végétation sur cette valve. L'ulcération. La valve est ulcérée. Si la valve donc est ulcérée, c'est que c'est quand même destruction. C'est quand même une lésion grave. C'est une lésion donc très grave et qu'il faut prendre en charge. Et là, regardez donc, nous allons voir donc l'ulcération maintenant sur cette image. Voici ici une valve aortique normale. Voilà les cuspes tout à fait normales. Et vous voyez ici, regardez, cette cuspe aortique complètement bouffée. L'autre cuspe n'existe pratiquement plus. Il reste qu'un bout de cuspe qui est plein de végétation. Regardez, c'est une valve pratiquement détruite. Regardez, c'est une valve complètement détruite. Il n'y a plus de valve. Il faut aller changer la valve. Il faut mettre une prothèse ici. Elle est complètement détruite. Regardez, mes chers étudiants, la gravité de l'endocardite infectieuse. L'endocardite infectieuse détruit les valves. C'est très grave. Regardez, vraiment, c'est ça, les lésions les plus graves. Voilà une valve saine, aortique, et voilà une valve détruite
par l'endocardite infectieuse. La rupture de cordage. La rupture de cordage, c'est aussi une lésion très grave. Vous savez que les valves auriculo-ventriculaires et mitrales, tricuspides, sont amarrées de valves. La mitrale, il y a deux étoffes valvulaires. Voilà la grande valve mitrale. Regardez ces cordages qui sont donc ici rompus. Nous allons voir ici des cordages, regardez, rompus, qui se rompent. Et lorsque les cordages se rompent, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, regardez, la valve s'éverse en systole. Elle n'est plus tenue par les cordages. Regardez ici une rupture partielle. Donc, il va y avoir un prolapsus de la valve. Ici, c'est la valve mitrale dans l'oreille gauche. Et quand il y a un prolapsus, parce qu'il y a une rupture ici partielle, il va y avoir du sang qui va passer. C'est l'insuffisance mitrale. C'est une insuffisance mitrale qui peut quelquefois être très importante, aiguë, et qui peut entraîner la mort subite du malade, parce que là, c'est une destruction immédiate, aiguë, et qui peut entraîner la mort subite. Regardez très bien, si il y a une destruction totale des cordages, que va-t-il se passer? Toute la valve va s'éverser. Le malade ne pourra pas vivre. C'est pas possible en aigu, parce que c'est des lésions aiguës, et c'est aussi une autre cause de mort subite. Et vous voyez donc très bien que tout ça est très très grave, et ce sont des lésions. Vous voyez que l'endocardite infectieuse, mes chers étudiants, détruit l'endocarde. Et là, ça dépend. Il y a des germes gentils qui vont détruire l'endocarde tout doucement, qui vont laisser le malade donc survivre, consulter, être traité. Ce sont des germes comme le streptocoque alpha-hémolytique. Mais si vous avez un staphylocoque, mes chers étudiants, ça pardonne pas. Ça détruit tout de suite. En quelques heures, quelquefois, 3 ou 4 jours, ça vous donne pas le temps. Et ni au malade de pouvoir se prendre en charge, ni au médecin de le prendre en charge correctement. Et c'est pour cette raison que la vitesse de destruction va dépendre de la nature du germe. Les germes virulents qui sont destructeurs vont détruire l'endocarde rapidement, et les germes lents vont détruire l'endocarde lentement. Ce sont les deux formes cliniques que nous allons voir tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, les autres lésions de l'endocardite infectieuse, regardez cette boule-là au scanner. Ça, c'est l'aorte. Vous voyez, l'aorte ascendante, descendante. Il y a une petite boule, c'est un anévrisme. Alors, c'est un anévrisme mycotique, pas mycosique. Mycotique, ben, c'est une fragilisation de la paroi de l'aorte ici, qui est due à l'infection. Qui est due à l'infection de la paroi aortique. Vous voyez ici un anévrisme mycotique cérébral. Et le danger de l'anévrisme mycotique, c'est la rupture. Un anévrisme mycotique peut se rompre. Et c'est se rompre, dans le cerveau, c'est l'hémorragie cérébrale et c'est très grave. Et là, regardez l'anévrisme au niveau de l'aorte. Et l'anévrisme donc au niveau de l'aorte peut se rompre aussi. Et la rupture d'un anévrisme, c'est fatal, c'est la mort. Soit il donne une hémorragie cérébrale cataclysmique de mauvais pronostic. Et si c'est au niveau ici de l'aorte, comme vous le voyez, eh ben, c'est la mort subite. Donc, vous voyez très très bien que ce sont des lésions d'une gravité extrême l'endocardite infectieuse. Les anévrismes mycotiques ont été décrits pour la première fois par Osler en 1885 pour désigner les dilatations artérielles observées dans les suites d'une endocardite infectieuse. C'est une complication classique, reflétant une invasion de la paroi artérielle par des germes provenant d'un site infectieux, endocardique. Tous les territoires artériels peuvent être touchés. Artère cérébrale, aorte, artère digestive, artère périphérique. Tous peuvent être touchés. Et c'est important de le savoir. Les autres lésions cardiaques de l'endocardite infectieuse, d'abord sur le plan du myocarde, c'est la myocardite. Les microabcès, les abcès de l'anneau aortique, l'abcès septal, complication d'une endocardite infectieuse aortique, l'infarctus par embolie coronaire, péricardite, très rarement septique. Au niveau des artères, c'est les oblitérations artérielles d'origine embolique, les hémorragies cérébrales, et on a vu une des causes de l'hémorragie cérébrale, c'est l'anévrisme mycotique. Au niveau des reins, c'est l'infarctus, le microabcès, la glomérulonéphrite infectieuse, ça c'est le germe qui détruit le rein. Mais le rein peut être détruit à distance, c'est les phénomènes inflammatoires, immunologiques, à distance
de l'endocardite infectieuse, c'est la destruction du rein sur le plan immunologique. C'est lorsqu'une maladie reste longtemps infectieuse, et bien, il va y avoir un phénomène immunologique et il va y avoir des immunocomplexes circulants qui vont se déposer au niveau des globuleux, des dépôts granuleux et des IgG et vont évidemment détruire le rein. Ça va donner de l'insuffisance rénale aiguë au début de l'infection lorsque le microbe détruit le rein et ça va donner de l'insuffisance rénale chronique comme séquelle et de l'insuffisance rénale chronique aussi par la suite lorsque l'insuffisance rénale aiguë se sera installée. Alors, il y a un risque d'endocardite infectieuse. Vous allez me dire, oui, monsieur Nibouche, d'accord, vous nous faites peur. On a vu les lésions, ce sont des lésions très graves. On a peur de l'endocardite, ça peut nous tuer rapidement. Mais est-ce qu'on est à risque tous de faire une endocardite? Non, on n'est pas tous à risque. Alors, quels sont les sujets à risque? Alors, ce sont les cardiopathies à haut risque, des prothèses, quelqu'un qui a une prothèse valvulaire, qu'elle soit donc mécanique ou autre, ou biologique. Donc, vous devez connaître qu'est-ce qu'une valve biologique, on n'a pas le temps aujourd'hui. Une prothèse mécanique, vous devez étudier ça. Les cardiopathies congénitales cyanogènes, les antécédents d'endocardite infectieuse. Voilà les 3 catégories de sujets à haut risque. Les cardiopathies à risque intermédiaire. Alors, les cardiopathies à risque intermédiaire, ce sont les valvulopathies rhumatismales. Le prolapsus mitral avec fuite et ou épaississement valvulaire, la bicuspidie aortique, les cardiopathies congénitales non cyanogènes, sauf communication interauriculaire, et la cardiomyopathie obstructive. Voilà donc les sujets à risque. Vous pouvez ajouter aussi comme risque le pacemaker, donc ceux qui ont un stimulateur cardiaque qui vont donner des endocardites du cœur droit. Alors, il y a les endocardites du cœur droit et les endocardites du cœur gauche. Les endocardites du cœur droit, c'est lorsque le microbe entre par la veine et va se localiser au niveau du cœur droit. Là, ça va donner des végétations au niveau de la tricuspide, au niveau de la valve pulmonaire, etc. Et ça, c'est très grave parce que ça va donner de l'embolie pulmonaire. Ce sont les endocardites du cœur droit. Les endocardites du cœur gauche, c'est lorsque le microbe va se localiser au niveau du cœur gauche. Là, la végétation, quand elle va se détacher, elle va aller au niveau du cerveau. Elle va aller au niveau des membres inférieurs, du rein, de la rate. Elle va donner un abcès splénique. L'abcès splénique est fréquent dans les endocardites infectieuses. La clinique. Alors, mes chers étudiants, retenez ces 3 points. Le diagnostic positif de l'endocardite infectieuse repose sur 1. Une fièvre et un souffle cardiaque nouveau ou modifié. Alors, je ne sais pas, ici, cette réunion se terminera dans 10 minutes. Alors, dans 10 minutes, mes chers étudiants, je serai obligé d'interrompre le cours. Le temps de remettre un autre programme, ça demandera peut-être 5 minutes. Donc, je reprogrammerai et on continuera sur un autre programme. Donc, ça demande à peu près 5 minutes. Donc, quand ça se terminera, restez toujours présents. On continuera. Donc, je reprogrammerai une autre séance de 40 minutes. Alors, allô? Oui? Je vous ai dit d'accord, oui. D'accord. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est coupé? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On vous entend, docteur. Vous voyez la diapo? Oui, Ah, je continue alors, hein? oui. Ça y est, vous avez bien suivi. Oui. Allez, je continue. Alors, la mise en évidence, deuxièmement, d'un agent infectieux, c'est-à-dire un microbe. Donc, il y a un microbe qui va infecter le cœur. Donc, si le microbe infecte le cœur, c'est très important, c'est qu'il y a un agent infectieux. S'il n'y a pas d'agent infectieux, il ne peut pas y avoir d'endocardite, évidemment. On a dit dans la définition qu'il y avait un germe. Et ensuite, troisième point très important, c'est l'anomalie intracardiaque, c'est le facteur de risque. C'est d'avoir donc une valvulopathie, par exemple. C'est d'avoir une prothèse valvulaire, d'avoir un pacemaker, c'est d'avoir une bicuspidie, etc. Ben, on a une lésion cardiaque. Ben, si on a les 3, le diagnostic va reposer sur ces 3 points que vous devez tous rechercher avant de faire le diagnostic.
Alors, on classe les endocardites infectieuses classiquement, c'est pas toujours vrai, parce que dans les pays développés maintenant, c'est les aigus qui sont les plus fréquentes, et dans les pays donc sous-développés où on voit de développement comme le nôtre, c'est les endocardites lentes, mais on commence à avoir maintenant beaucoup plus d'endocardites aiguës. On distingue deux types d'endocardite infectieuse, l'endocardite lente ou subaiguë d'Osler, et l'endocardite donc aiguë qui est dite de Steno-Kirks, et Steno-Kirks, c'est donc l'endocardite la plus grave, aiguë. Nous allons voir donc tout de suite ce type d'endocardite. L'endocardite subaiguë d'Osler, elle est gentille. Température oscillante, survenue donc de façon progressive et régulière, avec frissons, accompagnée d'asthénie, sueur, anorexie, arthralgie. Le malade donc faiblit tout doucement et faiblit donc progressivement. Mais c'est pas l'aigu. Hein, le malade donc à 38 degrés, quelquefois 37. Donc il se plaint pas trop, mais il s'affaiblit et il maigrit et il y a des sueurs. Il y a une anémie, il ne se sent pas bien, mais ça peut durer des mois, hein, des semaines quelquefois. Un signe cardiaque et un sous-cardiaque, je vous l'ai dit. Donc, on surveille d'éventuelles modifications. La splénomégalie, mes chers étudiants, notez ce signe important. Elle est modérée, mais de très grande importance diagnostique. Recherchez toujours la splénomégalie qui témoigne de quoi? Qui témoigne de la septicémie. La splénomégalie témoigne de la septicémie, il faut toujours la rechercher. La pointe de rate, la rate, vous savez tous rechercher comment on recherche une splénomégalie. Vous devez donc savoir comment, et il faut toujours rechercher parce que c'est un signe d'une importance diagnostique élevée. Les signes cutanés, je vous les énumère. L'hypocratite digitale, vous savez ce que c'est? Le faux panari d'Osler, on va le voir, donc c'est un faux panari, c'est une induration bleuâtre, on va le voir tout à l'heure, qui ne suppure pas, qui est très douloureuse, et de résolution spontanée. Et les taches érythémateuses, on va les voir, ce sont des placards érythémateux quelquefois palmoplantaires de Janoué, je vais vous montrer quelques photos, des pétéchis, alors les pétéchis se voient beaucoup plus dans l'aigu, comme le purpura, qui témoigne d'un état septicémique très grave, et les taches blanchâtres de Roth au fond de l'œil, que nous allons voir évidemment sur des photos que je vous ai préparées. Alors, l'endocardite aiguë, c'est la maladie de Steno-Kirks, comme je vous l'ai dit. Tableau aigu, très grave, 42 fièvre. Le malade n'est pas dans son état normal, il est obnubulé quelquefois dans le coma, et il est dans un état donc très très grave. Il y a des lésions ulcéreuses très destructrices. L'endocarde est détruit, des micro-abcès extensifs qui peuvent se constituer. Les portes d'entrée ici, ce sont des portes d'entrée veineuses directement. C'est la toxicomanie, le plus souvent c'est le staph. Les chirurgies cardiaques, c'est le staph aussi, quelquefois les levures. Le pacemaker, parce que c'est un corps étranger, c'est toujours plus souvent du stade du pneumocoque. Elle est primitive dans 50%, on ne retrouve pas du tout de cause, donc l'endocardite, de facteur de risque, elle est tellement, le germe est très virulent et c'est un état infectieux sévère et le malade meurt surtout de son tableau septicémique, donc c'est un état d'une gravité extrême. Alors, toute fièvre, maintenant. Il faut savoir, mes chers étudiants, que toute fièvre inexpliquée chez un patient ayant une valvulopathie ou un facteur de risque est considérée comme endocardite infectieuse jusqu'à preuve du contraire. Surtout, et c'est la loi de Fiedberg, F-I-E-D-B-E-R-G, c'est la loi de Fiedberg. Si la fièvre dure plus de 10 jours, que c'est une fièvre inexpliquée, il faut suspecter chez un malade à risque une endocardite infectieuse et traiter comme tel. Il faut vraiment traiter comme tel ce tableau parce que c'est certainement une endocardite infectieuse. Alors voici les nodules d'Osler dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont ces petits nodules, très douloureux d'ailleurs, bleuâtres, qui ne suppurent pas et qui disparaissent spontanément. Ce sont des nodules qu'on voit à la pulpe des doigts ou des orteils et qui sont donc caractéristiques de l'endocardite infectieuse. Regardez aussi ces lésions érythémateuses de la paume des mains, qu'on appelle les lésions de Janway, qui sont caractérisées de l'endocardite subaiguë aussi, qu'on voit sur la paume des mains. Et regardez aussi ces hémorragies inflammées qu'il faut toujours rechercher. Petites hémorragies
donc, qui sont donc sublinguales au niveau donc linéaire, qui sont linéaires, regardez donc très très bien ici, et qui sont caractéristiques de l'endocardite infectieuse. Ici, ce sont des pétéchies conjonctivales que l'on voit dans la conjonctive. Ici, ce sont des taches de Roth, hémorragie donc rétinienne. Donc, je vous ai parlé des taches de Roth tout à l'heure au fond de l'œil. Le fond de l'œil, il faut le faire. Il faut toujours faire donc le fond de l'œil. Et le fond de l'œil va nous renseigner parce que c'est important de retrouver ces taches de Roth quand on n'a pas le diagnostic précis. Et je pense qu'on a des taches de Roth avec un malade qui a une fièvre et qui a un souffle, mais on doit suspecter une endocardite infectieuse. Ce sont des taches purpuriques, de petites hémorragies au niveau du fond de l'œil. Alors, les complications. Alors, les complications sont fréquentes. Alors, les complications cardiaques. C'est d'abord donc l'insuffisance cardiaque. On a parlé tout à l'heure de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est la complication majeure. L'insuffisance cardiaque est la complication la plus redoutable. Les causes sont multiples. C'est la destruction des valves, évidemment. Et l'insuffisance cardiaque peut être aiguë lorsqu'il y a une rupture de cordage. On a vu tout à l'heure les cordages. Rupture de cordage important, eh ben, c'est l'œdème aigu du poumon. L'œdème aigu du poumon, c'est la mort subite. L'insuffisance cardiaque peut être chronique, progressivement. C'est une insuffisance mitrale qui s'installe progressivement dans la sub-aiguë. Insuffisance aortique. Alors, la valve aortique, notez très bien, est plus fréquemment touchée que la valve mitrale. Ça, c'est important. Valve aortique est plus touchée, question d'examen, que la valve mitrale. Et la destruction progressive laisse le cœur s'adapter. Donc, c'est une insuffisance cardiaque qui va venir progressivement, gentiment, mais qui s'installera. Mais l'insuffisance cardiaque est une complication majeure, mes chers étudiants. Les abcès, l'abcès du septum interventriculaire, par exemple, va donner une complication grave qui est le bloc auriculo-ventriculaire. Parce que c'est là où passe le tronc du faisceau de His, où il y a la destruction du faisceau de His, et ça va donner des complications graves. Les abcès peuvent donner des ruptures de parois. Un abcès, par exemple, de la paroi du ventricule gauche, s'il se rompt, eh ben, il va donner un hémopéricarde grave. Les autres complications cardiaques, eh ben, c'est la végétation. Ce sont ces végétations qui vont emboliser. C'est l'embolie végétante qui va aller vers le cerveau, qui va donner un accident ischémique ou bien un accident hémorragique au niveau du cerveau ou bien au niveau des membres inférieurs. Les troubles du rythme, la conduction, on l'a vu. Les complications extracardiaques, c'est l'insuffisance rénale, on l'a vu. L'abcès splénique, les abcès du cerveau, les complications pulmonaires, l'œdème aigu du poumon, les abcès pulmonaires. Voici à peu près la méningite cérébrospinale, etc. Voilà donc les différentes complications. Je crois que je vais m'arrêter là puisqu'il me reste que 30 secondes.
C'est bon, on peut reprendre? Mes chers étudiants, ça va? Oui, docteur, on peut reprendre. J'attends un peu d'admettre encore plus, c'est ça? Vous avez bien suivi la conférence? Très bien. Ça va, elle vous plaît? Très bien. Oui, merci beaucoup. Très bien, merci. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Parce que moi, j'adore les étudiants. Je vais vous faire plusieurs conférences. Inch'Allah, merci, docteur. Ouais, Merci. Je vais enlever le son, hein? Je vais enlever le son. Alors, on va continuer tout de suite. Là, je suis en train d'admettre les étudiants. Très bien. Alors, on s'est arrêté au niveau donc des complications. Et donc, on a parlé donc de toutes les complications cardiaques, des complications extracardiaques. Et vous voyez donc très, très bien que l'endocardite infectieuse ne détruit pas que le cœur seulement. Elle détruit tout l'organisme, et en particulier le cerveau et les organes nobles. Donc, ce qui est donc extrêmement important de savoir. Et quand elle détruit donc tous les organes nobles, et ben c'est la vie du malade qui sera en danger, et ça va être donc très compliqué pour pouvoir prendre en charge correctement ce malade. Après les complications, nous allons voir les examens complémentaires. Alors, mes chers étudiants, il y a 2 examens complémentaires importants. Vous notez 2 examens. D'abord, l'échocardiographie. L'échocardiographie, qui est l'examen clé, un des examens clés, on a 2, l'échocardiographie et les hémocultures. 2 examens complémentaires primordiaux. L'échocardiographie est un examen non invasif, sans danger pour le malade, basé sur une émission d'un faisceau ultrasonore, pouvant être répété à plusieurs reprises, donc sans danger. On peut donc répéter l'écho toutes les heures s'il le faut, tous les jours s'il le faut, sans danger pour le malade. Donc, c'est un atout majeur dans la surveillance de l'endocardite infectieuse. Quels sont les examens sans danger? On n'a pas beaucoup. Ben, l'échocardiographie est un examen sans danger. C'est un bon outil de travail. Et qu'est-ce qu'il va nous donner? Qu'est-ce qu'elle va nous donner, l'échographie? Eh bien, elle va nous montrer toutes les lésions que je vous ai montrées tout à l'heure. Elle va nous montrer la rupture de cordage. Elle va nous montrer l'ulcération. Elle va nous montrer la perforation. Elle va nous montrer les abcès. Tout ça, on va le voir à l'échocardiographie. Et surtout à l'échocardiographie transœsophagienne. Quand on met une sonde dans l'œsophage, à l'intérieur de l'œsophage, la sonde se rapproche du cœur. Elle se rapproche du cœur et donc on verra mieux les lésions. Et l'écho transœsophagienne va permettre de visualiser correctement ces lésions et elle va permettre évidemment de mieux les évaluer,
d'en faire un bon diagnostic et surtout de pouvoir proposer une thérapeutique. Alors, l'échocardiographie va voir la végétation, va calculer son diamètre, va voir si elle est mobile ou pas. On va voir les épanchements péricardiques, s'ils sont importants ou pas. On va calculer la fraction d'éjection du ventricule gauche et du ventricule droit. On va calculer la pression pulmonaire. On va évaluer les insuffisances valvulaires, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des destructions valvulaires, insuffisance mitrale, insuffisance aortique, insuffisance tricuspide, tout ça. Et bien tout ça, on va les évaluer correctement et pour évidemment prendre des décisions thérapeutiques. Donc, l'outil est un outil majeur. On ne peut pas prendre en charge un malade qui a une endocardite infectieuse sans avoir une échocardiographie et sans avoir un bon échocardiographiste aussi. Le deuxième examen important, ce sont les hémocultures. Je vous ai dit tout à l'heure, si on n'a pas le microbe, comment voulez-vous qu'on traite le malade correctement? Il faut avoir la preuve de l'infection, c'est le microbe. Ah, il faut l'identifier. Comment on va l'identifier? Ben, ce sont les hémocultures. Malheureusement, le problème des hémocultures dans notre pays et dans les pays en voie de développement, c'est qu'elles sont dans la grande majorité négatives, plus de 50% négatives, alors qu'il y a moins de 5% dans les pays développés. Et là, c'est c'est pas bien. Il faut développer, il faut améliorer les performances bactériologiques de nos laboratoires et le prélèvement aussi sanguin doit être fait correctement pour pouvoir évidemment prendre en charge correctement à partir du germe et l'identifier. Identifier le germe, c'est très important pour pouvoir donc traiter le malade et voir quel type de germe existe. Donc, deux examens complémentaires très importants. Les autres examens complémentaires sont les examens de routine. Vous avez l'identification du germe peut se faire au niveau de la porte d'entrée par le prélèvement de la porte d'entrée. Il peut se faire aussi, l'identification du germe peut se faire aussi par les cathéters qu'on tire s'il y a une infection par cathétérisme cardiaque, on tire les cathéters et on va les cultiver. On peut aussi, à partir d'un pacemaker qu'on a enlevé, qui est infecté, on peut aussi évidemment cultiver le germe. On peut cultiver une valve qu'on a enlevée à la chirurgie. Et quand on cultive une valve, on peut donc identifier le germe. Donc, il faut à tout prix identifier le microbe pour pouvoir traiter un malade. Parce que si vous avez le microbe, c'est très, très précieux parce qu'il va nous donner un antibiogramme. Et l'antibiogramme, c'est à partir de l'antibiogramme qu'on va pouvoir traiter. On va savoir quels sont les antibiotiques qu'on doit donner au malade pour bien le traiter, puisque c'est une maladie très grave qu'il faut absolument traiter rapidement. Et les antibiotiques, comme nous allons le voir dans le traitement, demeurent le traitement fondamental de l'endocardite infectieuse. Alors, vous avez la vitesse sédimentation qui est moins élevée que le rhumatisme articulaire aigu, on l'a vu. Le facteur rhumatoïde est positif et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a donc, lorsque l'endocardite infectieuse traîne, il y a donc des répercussions immunologiques du corps. Et c'est une maladie qui va se transformer en maladie immunologique, qui va détruire le rein, qui va aussi donner d'autres perturbations immunologiques néfastes. À côté de ça, les autres examens complémentaires, vous avez évidemment de routine, la glycémie, le bilan rénal et tout ce qui s'ensuit. Je ne vais pas détailler tout ça. Vous avez comme examen complémentaire l'échographie abdominale obligatoire et on doit aller voir les reins s'il n'y a pas d'abcès rénaux. On doit aller voir la rate s'il n'y a pas un abcès splénique. Je vous ai dit que la splénomégalie était un élément important de diagnostic. On va voir s'il n'y a pas d'anévrisme au niveau de la horque abdominale. Donc, l'échographie abdominale est très importante. Le scanner cérébral est important pour rechercher évidemment un abcès cérébral, puisque s'il y a un appel évidemment neurologique, on ne le fait pas systématiquement. Et aussi, on peut faire d'autres examens comme le téléthorax est obligatoire, le scanner pulmonaire lorsqu'il y a des abcès pulmonaires, à la demande, en fonction évidemment, l'examen Doppler vasculaire des membres inférieurs, à la demande en fonction des complications
que l'on peut avoir dans l'endocardite infectieuse. Le diagnostic positif et différentiel repose essentiellement sur les critères modifiés de Duke. Alors, les critères modifiés de Duke, c'est comme les critères de Jones. Il y a des critères mineurs et des critères majeurs. Alors, vous avez mon polycopier qui est sur Internet. Je vais vous donner le lien, je vais donner le lien à la déléguée de Parnay qui va vous le transmettre. En principe, tous les polycopiers de cardiologie, quand j'étais responsable du module, je les ai colligés, ce sont des polycopiers là où vous trouvez polycopiers officiels de cardiologie. Vous le prenez en considération. Ce sont des polycopiers très bien faits. Alors, pour l'électrocardiogramme, j'ai 2 polycopiers, un électrocardiogramme normal et pathologique. Ils sont aussi sur Internet. Je ferai donc les conférences d'électrocardiographie bientôt. Ça sera en Bali, Inch'Allah. Et la déléguée donc va vous donner évidemment les dates, puisque je lui ai donné le programme de toutes mes conférences. Elle va vous donner les dates pour l'électro normal et pathologique. Et ce sera un très grand plaisir de vous faire ces 2 conférences qui sont aussi très importantes dans le module de cardiologie. Alors, critères modifiés de Duke, on ne va pas les détailler, on n'a pas le temps. Vous allez les voir donc sur mon polycopier et vous allez les apprendre, parce que c'est important de les connaître dans le diagnostic positif et c'est important de les connaître pour l'examen. Sur le plan diagnostic différentiel, je vous ai dit tout à l'heure que l'association fièvre et souffle était importante. Alors, quand on a de la fièvre et quand on a donc un souffle cardiaque, on doit suspecter l'endocardite infectieuse, évidemment. Mais si on ne trouve pas de diagnostic évident d'endocardite infectieuse, il faut aller vers les autres diagnostics. Qui peut donner un souffle plus une fièvre? Ben, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Le rhumatisme articulaire aigu donne une fièvre. Le rhumatisme articulaire aigu donne un souffle. Mais comment on va voir? Eh ben, à l'échocardiographie, il n'y a pas de végétation. Il n'y a pas de lésion de destruction comme on a vu tout à l'heure. Et la vitesse de sédimentation dans le rhumatisme articulaire aigu est à 3 chiffres, elle est très élevée. Et les hémocultures sont négatives dans le rhumatisme articulaire aigu, puisque c'est un streptocoque bêta-hémolytique, mais qui est au niveau de la gorge, qui n'infecte pas l'endocarde, puisque ce qui détruit l'endocarde, c'est évidemment les anticorps contre les streptocoques, et c'est une maladie immunologique aiguë, le rhumatisme articulaire aigu. Donc, diagnostic différentiel important. Le 10e diagnostic, fièvre plus souffle. Quand on a une fièvre et un souffle, ça peut être une néoplasie. Donc, il faut rechercher une leucémie chez l'enfant, etc. Donc, toutes les causes de fièvre plus souffle. Fièvre plus souffle, ça peut être une maladie immunologique, une anémie avec une maladie immunologique. Donc, fièvre plus souffle. Premier diagnostic à évoquer, c'est l'endocardite infectieuse. Ensuite, ce sont toutes les autres diagnostics qui doivent venir et on doit les éliminer un par un pour faire donc un diagnostic définitif, soit d'endocardite infectieuse, soit d'endocardite soit d'un autre diagnostic. Le traitement. On arrive au traitement. Alors, le traitement est basé d'abord sur 2 éléments. Il y a le traitement curatif qu'on va voir tout de suite et il y a le traitement prophylactique. C'est très bien détaillé dans le polycope. Je vous conseille de le voir. Alors, le traitement curatif est basé sur 2 antibiotiques. Alors, les 2 antibiotiques que l'on doit donner vont différer en fonction du germe. Donc, vous allez faire les hémocultures. On a tout le temps, c'est pas une urgence de traiter. On a tout le temps de faire les hémocultures. L'urgence, c'est de faire les hémocultures. L'urgence, c'est de faire l'échocardiographie. Le traitement n'est pas urgent. Il peut attendre 24 heures, 48 heures, c'est pas un problème. Le problème, c'est d'identifier le germe. Après avoir fait nos séries d'hémocultures, on peut commencer le traitement sans avoir le résultat des hémocultures pour ne pas perdre de temps. Alors, c'est quoi comme traitement? Ça dépend de la porte d'entrée. Ben, si vous avez une porte d'entrée dentaire, ben, vous allez donner de l'ampicilline plus gentamicine ou bien amoxicilline gentamicine. Et si c'est un staphylocoque porte d'entrée cutanée, par exemple, c'est sûr que c'est un staph, vous allez donner des antistaphylococciques. Si vous êtes en germe hospitalier, ben, vous allez donner des antibiotiques très forts, des céphalosporines, pour les grammes négatifs, ou bien de la vancomycine. Donc, ça dépend de la porte d'entrée, ça dépend de la forme de l'endocardite. C'est une forme subaiguë. Subaiguë, c'est le plus souvent le streptocoque ou le groupe à sec alpha-hémolytique. Donc, c'est l'ampicilline plus gentamicine ou amoxicilline plus gentamicine. Je vais vous donner les doses.
Sinon, le reste, ça dépend de la porte d'entrée, etc. Quand on a les hémocultures, à ce moment-là, on va voir si nos antibiotiques correspondent au traitement correspondent à l'antibiogramme, c'est parfait, on continue. Si ça ne correspond pas, on change d'antibiotique en fonction, évidemment, de l'antibiogramme de l'hémoculture. Alors, pour les hémocultures, c'est très bien détaillé sur le polycopier. Pour les étudiants de Parnay, et les autres peuvent évidemment, le programme a été envoyé à la déléguée de Parnay, peuvent assister aux travaux pratiques, puisque nous faisons des travaux pratiques par visioconférence comme aujourd'hui, et l'hémoculture est programmée. Alors là, vous aurez donc un travail pratique sur les hémocultures, et vous avez le polycopier, où c'est très bien détaillé, tout le protocole, et je vous incite à aller donc apprendre l'hémoculture au niveau de mon polycopier sur les endocardites infectieuses. Quelle est la posologie? Pour l'ampicilline ou bien l'amoxicilline, c'est 8 à 12 grammes. Ce sont de très fortes doses par voie intraveineuse, réparties donc en plusieurs injections et par jour pendant 45 jours. Associé à de la gentamicine, mais pas plus de 5 jours la gentamicine. La gentamicine, c'est 3 mg par kilo, mais pas plus de 5 jours. Et ça, c'est très important à le savoir parce que il faut pas donner de gentamicine trop longtemps parce que ça détruit le rein. Gentamicine, c'est 5 jours. Ampicilline ou amoxicilline, c'est 45 jours. Alors pour le reste, vous avez le polycopier, on vous donne donc tous les détails, les posologies, etc. Alors si on reste donc dans ce traitement, comment on va surveiller le malade? Ben, le malade sera surveillé sur la fièvre d'abord, qui est le maître symptôme de l'efficacité thérapeutique. Alors, si le malade donc décroche rapidement, ça veut dire que c'est bon, le traitement donne. On va suivre le malade, et quand on suit le malade, on va voir. Si la fièvre décroche, c'est bon. Si le malade reste apéritique après, jusqu'à la fin du traitement, c'est excellent. On fait une hémoculture 8 jours après l'arrêt du traitement. Si elle est négative, le malade pourra sortir et on va surveiller. Il n'est pas encore guéri. Il faut qu'il reste apéritique, qu'il n'a aucun signe pendant encore 6 mois. Si pendant les 6 mois, il refait de l'endocardite, ça sera une rechute. S'il a fait une autre endocardite après 6 mois, ça sera donc une récidive. Donc le malade n'est pas encore sorti d'affaire, il faut toujours le surveiller. Maintenant, 3 situations peuvent survenir. Ce sont les situations les plus méchantes. D'abord, le malade reste fébrile, ou bien il décroche et reprend la température. Pourquoi? On doit suspecter d'abord une résistance aux antibiotiques. Vous avez un bon antibiogramme, vous allez dire, mais moi j'ai donné les bons antibiotiques. Ben, ça marche in vitro, ça marche pas in vivo. Ben, ça peut se voir. Il faut voir le pouvoir bactéricide du sérum, il faut voir la concentration minimale inhibitrice, et donc proposer un traitement en fonction donc de bonne posologie. Si ça marche pas, ben là il faudrait peut-être suspecter des micro-abcès. Et ces micro-abcès, c'est quoi? Ben c'est des abcès qui déchargent parce que l'antibiotique n'arrive pas à les stériliser, n'arrive pas à pénétrer les abcès. Il y a une coque autour, le germe reste, il se défend. L'antibiotique ne pourra pas pénétrer la lésion. Et là, lorsque l'antibiotique ne pourra pas pénétrer la lésion alors que le germe est sensible aux antibiotiques, le seul traitement qui reste, c'est d'aller opérer le malade, malheureusement. Opérer un malade à chaud, un malade infecté, un malade avec des lésions inflammatoires, c'est pas bon. C'est pas bon, mes chers étudiants. Et pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il y a un risque de désinsertion de la valve. Il y a un risque aussi de réinfection de la valve qui va encore se réinfecter. Et là, ça va donner de très mauvais résultats. On opère vraiment la main forcée, ces malades, la main forcée. Les malades sont en réanimation. On appelle le chirurgien, on discute avec le chirurgien et pour pouvoir donc essayer de proposer une solution, mais qui reste désastreuse. Deuxième situation fâcheuse, c'est quand il y a une végétation. Je vous ai parlé tout à l'heure que la végétation, je vous ai montré des photos de végétation, pouvait donc se rompre et aller au niveau du cerveau, aller au niveau des membres inférieurs, etc. Eh bien, cette végétation, quand elle se rompt, elle peut aller donc donner des complications très graves ischémiques et même infectieuses, puisque le microbe va se déplacer de l'endocarde vers l'organe. Si on a un endocarde malade,
eh ben, il va aller vers le cerveau, se déplacer, il va nous donner un abcès cérébral. Et on va se retrouver avec un cœur infecté, un cerveau infecté. Et un cerveau infecté, c'est l'encéphalite, c'est très, très grave. Et le malade meurt. Vous voyez donc tous ces problèmes-là, que l'endocardite infectieuse n'est pas uniquement un problème de maladie cardiaque, d'infection du cœur, c'est infection de tout l'organisme avec un état septicémique très grave. Alors, lorsqu'il y a une végétation qui est embolisée, qui reste des végétations menaçantes, qui risquent d'emboliser, qui ont une taille supérieure à 12 mm, eh bien, il faut les couper, il faut les extirper et il faut opérer le malade à chaud avec, évidemment, des résultats décevants. Troisième situation fâcheuse, on doit opérer en urgence, ben, c'est quand il y a une destruction de la valve. Je vous ai montré une photo, très belle photo tout à l'heure, d'une destruction d'une sigmoïde, de 3 sigmoïdes au niveau de l'aorte. Il n'y a plus de valve aortique. Et ben, quand il n'y a plus de valve aortique, eh ben, que faut-il faire? Il faut aller remplacer la valve. On va mettre soit une valve mécanique, soit une valve biologique. Et malgré ça, la valve risque de s'infecter, risque de se désinsérer, il y a des complications post-opératoires et on ne va pas régler le problème d'infection, le malade reste toujours infecté. Donc, il y a ça, c'est ce qu'on appelle l'indication hémodynamique. L'indication hémodynamique, c'est que le malade fait de l'insuffisance cardiaque grave parce qu'il n'y a plus de valve, on va remplacer la valve. L'indication de tout à l'heure de la végétation s'appelle indication de résection de la végétation, indication végétante, et la première, c'est l'indication infectieuse, c'est-à-dire que le malade reste infecté. Voilà donc les différentes situations du traitement. Le traitement maintenant de prévention prophylactique, eh bien, le traitement de prophylactique préventif, eh bien, c'est le traitement de toutes les portes d'entrée. On a vu tout à l'heure les portes d'entrée, elles sont plusieurs. Il faut absolument enrayer les portes d'entrée. Il ne faut pas essayer et il ne faut pas laisser le microbe entrer dans l'organisme. C'est comme les virus, là, le virus du Covid-19. Eh ben, il ne faut pas laisser le virus entrer dans l'organisme. Il ne faut pas le laisser, donc il faut avoir donc un masque. Ben, c'est la même chose ici. Il faut masquer la porte d'entrée. Il faut fermer la porte. Comment fermer la porte? Traiter ses caries dentaires. Plus de caries dentaires, c'est pas bon d'avoir des caries dentaires. Quand on fait une exploration, il faut absolument qu'il y ait une asepsie totale. Et il ne faut pas qu'il y ait de furoncte chez l'enfant surtout. D'infection cutanée, il faut la traiter immédiatement. Toute infection doit être traitée tout de suite. Une infection génitale, quelle qu'elle soit, urologique ou autre, une infection gynécologique, doivent être traitées immédiatement. Il ne faut jamais laisser d'infection dans l'organisme parce que c'est une véritable porte d'entrée. Deuxièmement, si vous avez une carie dentaire, par exemple, je vous donne, alors là, sur le polycopé, vous avez tous les protocoles. Hein. Quels sont les antibiotiques qu'on donne quand on fait une écho-transophagienne, c'est un sujet à risque, quels sont les antibiotiques qu'on donne quand on fait un cathétérisme, une biopsie d'organes, etc. Alors là, je vous donne donc le protocole de la carie dentaire. C'est pas appliqué par tous les pays, comme en Angleterre, mais en Algérie, c'est appliqué, il faut l'appliquer à beaucoup de caries dentaires. C'est 3 grammes d'amoxicilline 1 heure avant les soins. On donne 3 grammes d'amoxicilline par voie orale, 3 grammes. Par voie orale, moi, je donne des comprimés à 1 gramme dispersibles qui se dissouent dans l'eau. Donc, je donne 3 comprimés à 1 gramme d'amoxicilline. Ça se dissout dans l'eau dispersible. Le malade boit ça. Il attend dans la salle d'attente 1 heure et rentre 1 heure après, juste 1 heure après, chez le dentiste sur la table d'examen. Il le prévient. Le dentiste est au courant et il fait les soins dentaires 1 heure après la prise de 3 grammes d'amoxicilline. Pourquoi? Parce que c'est le pic sérique. C'est là où on a le maximum d'antibiotiques dans le sang. Et quand on enlève donc la dent ou quand on la triture, on la traite, il est évident que vous allez traiter en toute sécurité puisque le malade a déjà donc un taux sérique d'antibiotiques convenable. Alors, vous avez ici, voilà donc ce qu'on a dit. Pour les streptocoques oraux, c'est l'ampicilline ou l'amoxicilline. Moi, je préfère l'amoxicilline à 8 à 12 grammes avec la gentamicine toujours associée, on associe toujours, donc qui a 3 mg
par kilo et par jour. Je préfère donner la gentamicine en petite perfusion de 200 cc pendant un quart d'heure ou 20 minutes, très lente, évidemment. Voilà, donc l'endocardite infectieuse est une maladie très grave, c'est une maladie extrêmement grave qui peut survenir chez n'importe quelle personne, même en bonne santé, et elle détruit le cœur. Le pronostic est très péjoratif. Il faut faire très attention, il faut savoir faire le diagnostic, il faut connaître très bien la clinique, fièvre plus souffle, il faut pas traiter de façon anarchique. Il faut pas traiter de façon anarchique, je répète ça et je ne cesserai de le répéter. Un malade qui a de la fièvre, il faut jamais lui donner d'antibiotiques sans connaître la cause de la fièvre, parce que vous allez décapiter l'endocardite infectieuse et vous allez provoquer des micro-abcès et qui vont vous poser des problèmes lors du traitement. Vous allez provoquer des résistances. S'il vous plaît, mes chers étudiants, quand vous serez médecin, ne donnez jamais d'antibiotiques quand vous connaissez pas la cause de la fièvre, s'il vous plaît. Pensez à l'endocardite infectieuse, surtout lorsque vous auscultez un souffle avec la fièvre, surtout lorsque la fièvre persiste. S'il vous plaît, faites des hémocultures. S'il vous plaît, faites une échocardiographie chez un bon échocardiographiste. Cela sauvera les malades. Voilà les bonnes conduites à tenir et confiez votre malade à un spécialiste qui prendra en charge correctement donc ce type de malade. S'il n'y a pas de spécialiste, vos connaissances de médecin généraliste, si vous restez médecin généraliste, seront tout à fait suffisantes pour prendre en charge ce type de malade. Mes chers étudiants, je vous remercie aujourd'hui d'avoir assisté à ma conférence. Il y aura d'autres conférences, Inch'Allah. J'espère que j'ai été à la hauteur, que vous avez bien compris ma conférence. Vous allez me poser des questions et je vous souhaite sahaftukum ou aidkum mubarak sa'id, Inch'Allah. Alors, nous allons aller vers les questions. Je vais voir donc comment on fait les questions. Alors j'ai réactivé les micros. Est-ce que je peux entendre? Est-ce qu'on peut s'entendre? Non? Alors voilà. Alors là, j'attends s'il y a des questions, s'il y a des... Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les questions s'affichent ou bien... J'ai une question. Oui? Vous pouvez répéter comment l'endocardite infectieuse peut nous donner des anévrismes? L'anévrisme mycotique? Oui. Alors, c'est une bonne question. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que l'endocardite infectieuse donc, était une infection de l'endocarde et qu'elle donnait donc un état donc septicémique. Et l'état septicémique, ça veut dire que le microbe est partout, il circule partout, il va aller dans tous les organes et en particulier au niveau des artères. Au niveau des artères, c'est comme le virus Covid-19 qui va au niveau des vaisseaux. Et ça crée des vascularites, ça crée des inflammations au niveau des artères, ça crée des infections au niveau de la paroi artérielle. Et quand vous avez le microbe qui est au niveau de la paroi artérielle, ben, il va bouffer un petit peu la paroi artérielle. Et s'il bouffe la paroi artérielle, elle va donc se fragiliser. Et la pression à l'intérieur du vaisseau va pousser cette fragilisation vers l'extérieur et l'artère va se boursoufler et il va y avoir un anévrisme. Alors le risque, évidemment, c'est dans les artères les plus fragiles, elles se trouvent au niveau du cerveau malheureusement, et c'est à ce niveau-là qu'on pourrait avoir une hémorragie cérébrale. Ça va? Allô? Alors, est-ce qu'il y a... Oui, j'ai compris, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il reste 10 minutes, hein? Docteur, en ce qui concerne les végétations, Oui. est-ce que c'est des clones de bactéries ou Alors, la végétation, c'est une bonne question. Je vous ai donné la définition tout à l'heure. Alors, je reprends. Il y a un infiltrat histioplasmocytaire, vous l'avez compris.
Oui, oui. Très bien. Alors, cet infiltrat ici au plasmocytaire, je n'ai pas très détaillé, c'est une bonne question, effectivement. Il va y avoir une agrégation plaquettaire. Des plaquettes vont s'agglutiner dessus. Alors, et puis, il y aura de la fibrine qui va donc venir s'agglutiner sur cet amas, et cet amas va grossir, évidemment, avec les plaquettes, la fibrine, et les éléments cellulaires que je vous ai donnés, les plasmocytes, les isocytes. Et donc, tout ça va donc donner une néoformation. Cette néoformation sera appelée végétation. Et elle va grossir avec le temps. Et les germes, donc, vont pulluler. Les germes vont pulluler. Et c'est cette végétation qui sera constituée de plaquettes, de fibrines et de microbes, quelquefois d'hématies, avec des éléments figurés du sang, et qui va vieillir et qui va se constituer. Et quand elle grandira, elle va se pédiculer. Elle va se pédiculer et devenir très mobile. Alors, il y a des végétations qui sont mobiles, d'autres moins mobiles et d'autres pas mobiles du tout. Et quand elle part, eh ben, elle va laisser un trou. Elle va laisser un trou au niveau de la valve et ça sera une perforation. D'autres questions? Merci, docteur. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que les micros des autres sont fermés. S'il y a d'autres questions, ce sera un plaisir pour moi de répondre. Il reste 7 minutes. Oui, oui. Alors, c'est aussi une bonne question. Vous avez une infection au niveau des cordages, puisque les cordages vont s'infecter. Le microbe, que va-t-il faire? Il va bouffer les cordages. Il va les bouffer. Et s'il bouffe les cordages, puis c'est des lésions de destruction. Un cordage, c'est très... Je vous conseille d'aller chez votre boucher demain et d'acheter un cœur de mouton. Et vous ouvrez le cœur et regardez les cordages, ils sont très, très, très résistants. Vous savez, vous pouvez mettre 50 kilos attachés au cordage. Ils sont très, très résistants. Je vous conseille, quand vous achetez un cœur de mouton, de l'ouvrir, vous allez voir les cordages de la valve mitrale, comment ils sont très, 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 très solides. Alors là, ça bouffe les cordages. Les microbes bouffent, c'est des lésions de destruction sur tout le staph. Et quand ça bouffe les cordages, ça sert à quoi? Ça sert à retenir la valve pour qu'elle ne s'éverse pas, pour qu'elle ne revienne pas dans l'oreillette, que ce soit l'oreillette gauche ou l'oreillette droite, pour la valve mitrale ou la valve tricuspide. Alors quand c'est bouffé, quand c'est la moitié des cordages qui bouffent, eh ben c'est la moitié de la valve qui s'éverse et l'insuffisance mitrale ou tricuspide seront importantes. Quand c'est 2 ou 3 cordages, c'est pas méchant, mais quand c'est l'ensemble des cordages et quand c'est aigu, eh ben c'est l'œdème aigu du poumon. C'est moins méchant au niveau de la tricuspide, mais au niveau de la mitrale, quand c'est des cordages d'une hémivalve qui se rompent tous, ben c'est très très grave et le sujet meurt. D'autres questions? C'est bon? On s'arrête ou on reste? إذا كان عندكم الفطور نتعشى معكم نفطر معكم اليوم معليش. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Ben, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite donc en tout cas essayer de suivre mes programmes et programmes de Parnay pour les étudiants de Parnay. Je ne vous connais pas, j'espère un jour que la situation se stabilise et que vous viendrez à Parnay pour les étudiants de Parnay, même les autres, il n'y a aucun problème. Donc on s'arrête là. Sahafturkum et Eidkoum Mubarak Saïd. Kul am toum bkhir. Au revoir. Merci, docteur Sahaftar. Merci à vous, docteur. Merci. Merci, au revoir.